La nuit caraïbéenne suintait de chaleur lorsqu'une fête d'unité se mua, à Kingston, en suspens électriques. Quelques phrases d'Ibrahim Traoré, jetées comme des étincelles dans le vent, retournèrent la liesse en controverse et firent basculer l'instant dans la diplomatie brûlante. Était-ce la franchise lucide d'un frère venu d'Afrique, ou l'imprudence d'un invité défiant l'étiquette, et avec elle, l'idée fragile de solidarité post-coloniale? Sous l'œil des caméras, l'Atlantique sembla se rétrécir jusqu'à n'être plus qu'un seuil à franchir. Qui tient la définition de la liberté? Celui qui parle le plus fort ou celui qui tient bon? Au-delà du tumulte des réactions, une promesse implicite s'imposait. Comprendre ce face-à-face sans tomber dans le piège des passions. Car découvrir pourquoi cette rencontre a enflammé deux continents, c'est saisir comment le courage peut redéfinir la diplomatie entre égaux. Entre les tambours du reggae et les échos du Sahel, se joue plus qu'un simple incident de protocole. C'est le dialogue fragile entre la fierté du Nil et la franchise d'un continent qui se mesure. Chaque mot d'Ibrahim Traoré résonne désormais comme une question adressée à l'époque. Peut-on parler d'unité sans risquer la discorde? Ce soir, nous plongerons au cœur de cette zone grise où respect, pouvoir et identité se croisent, là où la diplomatie moderne apprend que le silence, parfois, pèse plus lourd qu'un discours. Tout a basculé en 48 heures, un laps de temps si court qu'il suffit à transformer la fraternité en fracture. Ce délai, mesuré non en minutes mais en orgueil, a permis à la tempête d'atteindre chaque rivage de la conscience politique. Lorsque Ibrahim Traoré posa le pied à Kingston, l'air vibrait d'une émotion rare, celle d'un retour symbolique, un fils du continent africain salué comme un frère retrouvé. Les drapeaux flottaient, les chants d'émancipation Park couvraient les voix des sceptiques, et pourtant, sous la ferveur, couvait un malaise. Dans ses premiers mots, le président du Burkina Faso parla de racines, de douleurs partagées, de peuples liés par la mer et la mémoire. Mais bientôt, le ton changea. Son discours prit la forme d'un miroir tendu. Il demanda, avec la clarté d'un juge et la passion d'un poète, qui dicte encore les lois de nations qu'on dit libres. Cette question frappa la Jamaïque comme une onde de choc. Les applaudissements se figèrent, puis se divisèrent. Dans les couloirs du gouvernement, les conseillers se consultaient à voix basse. Fallait-il répondre, ignorer ou attendre? Les rédactions étrangères me flairaient déjà le titre facile. Traoré accuse la Jamaïque de soumission. Mais derrière ce raccourci médiatique se cachait un phénomène plus profond. La collision entre deux formes de souveraineté, l'une conquérante, l'autre défensive. En moins de 2 jours, les réseaux sociaux s'étaient embrasés. Des hashtags jumeaux, Stand with Traoré et Respect Jamaica, se livrèrent bataille. Et pendant ce tumulte, un homme restait silencieux. Le Premier ministre jamaïcain, observant la houle depuis sa fenêtre, choisissait le poids du calme plutôt que la vitesse de la colère. Lorsque le Premier ministre jamaïcain apparut enfin à l'écran, le pays retenait son souffle. Il ne parlait pas en chef offensé, mais en gardien de la dignité nationale. Sa voix, posée, tranchait avec la frénésie des débats. Elle portait la lenteur majestueuse d'un homme conscient que chaque mot pouvait raviver ou apaiser la plaie. « Nous honorons l'Afrique, notre mère. Mais même entre frères, il faut respecter la maison de chacun », déclara-t-il. Ces phrases, sobres mais affûtées, inversèrent le ton de la conversation mondiale. En quelques minutes, la colère des réseaux céda la place à la curiosité, voire au respect. Des enseignants citèrent son discours en classe, des journalistes africains saluèrent sa retenue, et jusque dans les cafés de Kingston, on chuchotait « Il n'a pas crié, il a enseigné ». Ce calme, longtemps confondu avec de la faiblesse, devint soudain une arme morale. Ibrahim Traoré, de son côté, garda le silence. Un silence observé, presque respectueux, comme si lui aussi mesurait la portée de ce moment. La diplomatie venait de changer de visage, non plus celle des cris, mais celle des miroirs. Derrière la façade télévisée, pourtant, les conseillers du Premier ministre savaient que cette tempête ne s'apaiserait pas d'elle-même. Le monde venait de redécouvrir la Jamaïque, et l'épreuve ne faisait que commencer. La retenue peut parfois être la plus haute forme de force. Tout commença avec le fracas des titres. Les chaînes internationales reprenaient les images. Ibrahim Traoré sur scène, poing levé, regard tendu, et face à lui, une foule partagée entre ferveur et doute. En quelques heures, Kingston devint le centre symbolique d'un débat mondial sur la souveraineté. Les diplomates jamaïcains, débordés par la vitesse des réactions,
multiplièrent les appels aux chancelleries africaines. Chaque phrase prononcée, chaque geste capturé était disséqué, rejoué, amplifié. La tempête numérique atteignit un sommet. Hashtag, mème, débats télévisés, tout fusionnait en un tourbillon de fierté et de colère. Pendant ce temps, dans les couloirs du pouvoir, le Premier ministre travaillait en silence. Son objectif n'était pas de riposter, mais de comprendre. Qui était vraiment visé? L'île, son gouvernement, ou une idée plus vaste, celle d'un monde encore prisonnier de ses anciens rapports de force? La première étape de sa riposte fut invisible. Il convoqua une réunion restreinte avec ses ministres des Affaires étrangères et de la Culture. Pas d'émotion, dit-il simplement, de la clarté. Le lendemain, un communiqué sobre fut publié. La Jamaïque saluait l'engagement africain, mais réaffirmait sa souveraineté. Pas d'attaque, pas de rancune. Mais cette modération, loin d'éteindre le feu, attisa la curiosité du monde. Des journaux titrèrent « La diplomatie du calme face à la tempête Traoré ». À Ouagadougou, les soutiens du président burkinabé défendirent son franc-parler. À Kingston, les voix s'élevaient pour défendre la dignité. Puis vint le point culminant. Le discours télévisé. Le Premier ministre, seul face aux caméras, parla 15 minutes. Pas de podium orné, pas de drapeaux ostentatoires. Juste un homme et ses mots. Nous ne sommes ni colonie ni élèves. Nous sommes partenaires. Cette phrase devint un slogan. Des graffitis l'inscrivirent sur les murs de Montego Bay. Les radios la répétèrent comme une prière civique. Ibrahim Traoré, sans répondre directement, fit publier un message sur les réseaux. Le respect ne s'impose pas, il s'inspire. Le monde y vit un signe d'apaisement. La dérive survint pourtant dès le lendemain. Des commentateurs occidentaux tentèrent de récupérer l'incident pour vanter la maturité des anciennes colonies. Les partisans africains dénoncèrent un ton condescendant. Dans les rues de Kingston, des étudiants brandirent des pancartes. Ni excuse, ni soumission. La tension ne se jouait plus entre dirigeants, mais entre visions. La Jamaïque voulait prouver qu'elle pouvait dialoguer sans s'agenouiller. Le Burkina Faso, qu'il pouvait défier sans rompre le lien. Deux nations, deux fiertés, un même miroir. Puis, lentement, la poussière retomba. Les musiciens reprirent les scènes. Les marchés retrouvèrent leur tumulte. Mais quelque chose avait changé. Un mot, un ton, une manière nouvelle de se regarder à travers l'Atlantique. Sous les airs de reggae, un souffle nouveau murmurait « La diplomatie n'a plus besoin de volume, seulement de conviction ». En 3 jours seulement, les chiffres racontèrent ce que les discours taisaient. Avant la visite d'Ibrahim Traoré, moins de 28% des Jamaïcains disaient suivre les affaires africaines. Après son passage, le taux grimpa à 63%, preuve que la curiosité culturelle s'était muée en conscience politique. Ce bond de 35 points n'était pas qu'une statistique. Il traduisait le réveil d'un dialogue longtemps assoupi entre deux rives. Les médias locaux enregistrèrent 1,8 million de vues cumulées sur les extraits du discours présidentiel et la réponse du Premier ministre. Jamais auparavant une allocution diplomatique n'avait suscité un tel engagement dans la région. Cette explosion d'audience montrait que la politique, lorsqu'elle touche à l'identité, redevient affaire de tous, même au-delà des frontières. Selon une étude de l'Université des Indes occidentales, 72% des jeunes de moins de 30 ans ont déclaré s'être sentis plus concernés par la souveraineté nationale après l'incident. Ce chiffre, au-delà de la mesure sociologique, illustrait la conversion d'un conflit médiatique en leçon civique. Mais derrière ces nombres se dessinait une géographie des émotions. Les quartiers populaires, d'ordinaire indifférents aux débats diplomatiques, s'étaient transformés en forums spontanés. Les universités improvisaient des cercles de discussion sur l'héritage colonial. Les artistes, eux, réécrivaient des chansons mêlant reggae et percussions sahéliennes, comme pour rappeler que la mémoire pouvait aussi se danser. L'effet mesurable se doublait d'un effet sensible, la fierté. Pour la Jamaïque, ces données furent à la fois miroir et alarme. Miroir, parce qu'elles révélaient une société capable de s'unir autour d'un débat identitaire sans sombrer dans la division. Alarme, parce qu'elles prouvaient combien l'équilibre de la dignité nationale restait fragile, exposé aux moindres mots venus de l'extérieur. À Ouagadougou, l'équipe d'Ibrahim Traoré analysait la même courbe sous un autre angle. Pour eux, le pic d'attention n'était pas une crise, mais un succès stratégique. Le message d'émancipation africaine avait franchi l'océan. Ce glissement de perception, le même événement vu comme offense d'un côté, comme victoire de l'autre, résumait la tension du siècle.
Qui possède la narration du Sud? En compilant ces données, un constat s'imposa. La diplomatie du XXIe siècle ne se joue plus dans les chancelleries, mais dans les flux d'attention. Là où autrefois les traités scellèrent le pouvoir, ce sont désormais les statistiques qui révèlent l'influence. Et sur ce terrain, la Jamaïque et le Burkina Faso venaient d'inventer, sans le savoir, une nouvelle métrique du respect. Deux lectures du même épisode se firent face, chacune cohérente, chacune nécessaire. Pour les partisans d'Ibrahim Traoré, la scène de Kingston n'était pas un affront, c'était un acte de vérité. Selon eux, l'Afrique devait enfin cesser de ménager les héritages coloniaux, même lorsque ces traces subsistent dans les liens fraternels. Ils voyaient dans sa franchise un antidote à la complaisance. Parler sans détour, c'est refuser d'être décoratif dans le concert des nations. Pour eux, la Jamaïque n'était pas visée, mais appelée, rappelée, à se souvenir qu'indépendance et dépendance ne peuvent cohabiter sous le même drapeau. À l'inverse, les défenseurs du Premier ministre jamaïcain soutenaient qu'il existait une autre forme de courage, celle du respect. Ils rappelaient que la démocratie caribéenne, bien qu'imparfaite, avait survécu à des décennies de tempêtes économiques et politiques. Traiter un tel pays de soumis, même indirectement, revenait à ignorer l'histoire de sa résilience. Leur argument central tenait en une phrase: l'émancipation n'a pas de monopole géographique. Chaque peuple la gagne à son rythme et selon ses blessures. Entre ces deux pôles, un espace de nuances se dessinait. Des intellectuels africains reconnurent que la fougue de Traoré portait un message juste, mais mal calibré. Des journalistes jamaïcains admiraient, en secret, sa capacité à réveiller une conscience endormie. Et dans ce carrefour des regards, une évidence s'imposait. Il ne s'agissait pas de choisir un camp, mais d'apprendre à conjuguer deux formes de fierté. La première, explosive, rappelle que la vérité dérange. La seconde, mesurée, prouve que la dignité se construit dans la retenue. En réalité, ces deux postures ne s'opposaient pas, elles s'équilibraient. Et c'est précisément de cet équilibre que naît la maturité politique. C'est alors que l'histoire bascula de la polémique à la pédagogie. Quand le tumulte des réseaux s'épuisa, ce ne furent plus les cris qui dictèrent le rythme, mais le silence du Premier ministre. Dans ce vide sonore, chacun se mit à relire les mots d'Ibrahim Traoré avec un autre regard. Et s'il n'avait pas cherché la querelle, mais le miroir, cette hypothèse fit son chemin, d'abord timidement, puis avec insistance. Les chroniqueurs commencèrent à parler non plus d'offense, mais de révélation. La Jamaïque et le Burkina Faso venèrent de prouver qu'il existe deux façons d'aimer la liberté, l'une par la parole, l'autre par la patience. Cette prise de conscience redonna au débat une noblesse inattendue. Derrière la tension, on apercevait désormais une fraternité plus exigeante, mais plus vraie. L'orage médiatique n'avait pas détruit le pont entre les deux peuples, il l'avait simplement testé. Et dans ce test, chacun découvrit la force tranquille de l'autre. Les jours qui suivirent marquèrent un tournant mesurable, presque palpable. La tempête diplomatique laissa place à une série de transformations profondes, à la fois sociales, économiques, politiques et régionales. Dans les marchés de Kingston, dans les villages du Sahel, la conversation changea de nature. On parlait moins de scandales, plus de dignité. Selon un sondage local, 54% des Jamaïcains affirmèrent que cet épisode leur avait rappelé la valeur du respect mutuel. Les universités enregistrèrent une hausse de 22% des inscriptions aux filières d'histoire afro-caribéenne. La jeunesse, qui voyait en Ibrahim Traoré une icône d'audace, découvrit dans le calme du Premier ministre un autre visage du courage, celui de la maîtrise. Le choc médiatique ouvrit des pistes inattendues. Les échanges culturels et touristiques entre l'Afrique de l'Ouest et la Caraïbe augmentèrent de 18% en 2 mois. Des start-up jamaïcaines collaborèrent avec des incubateurs burkinabés sur des projets agricoles et d'énergie solaire. Le slogan « Respect and Roots » devint une marque de vêtements issue des deux jeunes continents, symbole discret d'une solidarité nouvelle. Vendre sans se vendre. La secousse eut un effet structurant. Le gouvernement jamaïcain lança une commission de transparence budgétaire, tandis que le Burkina Faso annonçait la création d'un programme Pont du Sahel, dédié à la coopération universitaire. Cette diplomatie des institutions, lente mais stable, traduisait une compréhension partagée. Les blessures de l'histoire ne se soignent pas par le déni, mais par la construction. Le ton posé du Premier ministre fit école.
Plusieurs dirigeants caribéens adoptèrent une communication plus sobre, cherchant la fermeté dans la nuance. À l'échelle régionale, les retombées dépassèrent l'incident. L'Union africaine évoqua la possibilité d'un Conseil afro-caraïbe de dialogue stratégique, tandis que l'Organisation des États caraïbéens proposait d'y inclure un volet jeunesse et climat. Les médias occidentaux, eux, découvrirent une scène qu'ils regardaient jusque-là de haut, celle d'un Sud global capable de se parler sans tuteur. La fracture atlantique devenait conversation. Ainsi, ce qui avait commencé par un malentendu se transforma en pédagogie du respect. La Jamaïque redécouvrit sa voix, le Burkina Faso son écho, et le monde, témoin de cette joute fraternelle, comprit peut-être que la maturité d'une nation se mesure non à la hauteur de ses murs, mais à la portée de son écoute. 6 mois après la tempête, une question demeure. Que deviendra cet élan entre l'Afrique et la Caraïbe? Les échanges culturels et universitaires continuent de croître à un rythme modéré. Le pont afro-caraïbe, annoncé par les deux gouvernements, prend forme sous la supervision d'un comité conjoint. Les budgets sont modestes, mais la confiance se tisse. Dans cette version réaliste, l'effet Traoré s'installe comme une mémoire utile, une leçon de diplomatie émotionnelle convertie en coopération mesurée. Rien d'éclatant, mais un socle solide. Porté par la jeunesse et les artistes, les deux continents transforment la polémique en moteur créatif. Des festivals communs voient le jour, des bourses croisées financent des chercheurs des deux rives. Les discours d'Ibrahim Traoré et du Premier ministre jamaïcain deviennent des références dans les écoles de relations internationales. Les médias parlent d'un printemps post-colonial et le dialogue sud-sud s'étend jusqu'aux îles du Pacifique. La voix du respect devient contagieuse. La tension retombe, puis s'oublie. Les promesses de partenariat se dissolvent dans les lenteurs bureaucratiques. Les vieilles habitudes diplomatiques reprennent leurs droits. Les priorités économiques détournent l'attention. Les réseaux cessent de parler d'unité, préférant les polémiques du moment. Ce scénario serait le plus banal, celui où la mémoire courte triomphe sur la maturité naissante. Quel que soit le chemin, une seule constante. La maturité ne se décrète pas, elle se pratique. Les peuples qui ont traversé la colonisation savent que la liberté n'est pas un trophée, mais un exercice quotidien. Et si le futur afro-caraïbe devait se résumer à une idée, ce serait celle-ci. Écouter avant de parler, construire avant de juger. Pour les jeunes, cette histoire n'est pas un souvenir, c'est un miroir. Elle rappelle qu'à une époque saturée d'images, la vraie puissance réside encore dans la parole et la retenue. Ibrahim Traoré a parlé avec feu. Le Premier ministre jamaïcain a répondu avec calme. Deux styles, une même quête, la dignité. À ceux qui doutent du pouvoir de leur voix, ce dialogue prouve qu'un mot juste peut voyager plus loin qu'un cri. Pour les diasporas africaines et caribéennes, cette rencontre est une invitation. Relier les deux rives ne demande pas de visa, mais de mémoire. Chaque chanson, chaque plat, chaque prière partagée devient un fil de cette tapisserie commune. Plutôt que d'attendre l'unité des dirigeants, pourquoi ne pas commencer par celle des cœurs? Une simple conversation entre générations, un livre transmis, un voyage entrepris, autant d'actes qui prolongent ce pont invisible. Et pour le reste du monde, le message est universel. Le respect ne se décrète pas par puissance, mais par cohérence. Les petites nations, souvent jugées marginales, viennent de démontrer qu'on peut peser sans dominer, inspirer sans imposer. Chacun de nous, quel que soit son pays, peut incarner cette diplomatie du quotidien. Écouter avant de répondre, comprendre avant de condamner. Parce qu'au fond, cette histoire parle de nous tous. Elle dit que la maturité collective commence par le courage individuel, celui de rester digne quand la tentation du bruit devient irrésistible. La réconciliation entre la Jamaïque et le Burkina Faso ne dépend plus des discours, mais des actes. Il est temps d'institutionnaliser le dialogue. Créer, d'ici 6 mois, un forum afro-caraïbe annuel où ministres, chercheurs et artistes échangent sur les priorités communes. Éducation, climat, souveraineté alimentaire. Le succès se mesurera au nombre de projets mixtes validés chaque année. Il faut relier les jeunesses. Lancer des programmes d'échanges étudiants entre Kingston et Ouagadougou, financés conjointement. Chaque promotion deviendrait une génération pont, témoin vivant du respect mutuel qu'Ibrahim Traoré appelait de ses vœux. Il est nécessaire d'investir dans la mémoire, numériser les archives coloniales et les rendre accessibles aux deux rives. Parce que comprendre ensemble le passé, c'est déjà refuser les malentendus du futur.
il convient de soutenir l'économie citoyenne. Créer un label Made Together pour les entreprises collaborant entre Afrique et Caraïbes. Objectif, 50 produits certifiés avant 2026. Mesure, nombre d'emplois locaux créés et part d'exportation équitable. Enfin, il est essentiel de mesurer la confiance. Un baromètre annuel de perception mutuelle, publié par des universités indépendantes, indiquerait si le respect proclamé se traduit en respect perçu. Ainsi, la diplomatie cesserait d'être un spectacle pour redevenir une discipline. Et si ces étapes paraissent modestes, c'est qu'elles reposent sur la plus grande ambition, faire du respect une politique publique. Dans la mémoire collective, l'image demeure, celle d'un homme calme, debout, face à la tempête. Le Premier ministre jamaïcain, ce soir-là, n'a pas levé la voix. Il a levé le ton de la dignité. Et quelque part, à des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré regardait ce silence répondre à son feu. Deux hommes, deux continents, un même désir. Redéfinir ce que signifie être libre sans être seul. Leurs discours, opposés en apparence, se rejoignent aujourd'hui dans la conscience de millions de jeunes. La liberté n'est pas une arme, c'est une responsabilité. Les tambours de Kingston et les percussions du Sahel battent désormais au même rythme. Chaque note, chaque mot, chaque geste rappelle qu'un désaccord n'est pas une rupture, mais une respiration du dialogue. Et si le monde écoutait un peu plus ce souffle, il y trouverait peut-être la mélodie du respect. Sous le ciel chaud des Caraïbes et la poussière dorée du Sahel, une phrase unique résonne encore. Le calme aussi peut être révolutionnaire. Alors que la poussière du débat retombe, il reste ce sillage lumineux, une conversation devenue conscience. De Kingston à Ouagadougou, des voix s'élèvent pour dire que la fraternité n'est pas un slogan, mais un effort quotidien. Nous ne sommes peut-être pas témoins d'un affrontement, mais d'une naissance, celle d'un langage commun fait de respect, de mémoire et d'écoute. Si cette histoire vous parle, partagez-la, non pour les chiffres, mais pour ce qu'elle réveille. L'idée qu'un mot juste peut encore changer un destin. Écrivez un mot dans les commentaires, unité, si vous croyez que la dignité et la liberté peuvent marcher côte à côte. Et souvenez-vous, les frontières ne séparent pas les peuples, l'indifférence oui. Chaque regard, chaque voix, chaque geste compte pour prolonger ce pont invisible entre l'Afrique et la Caraïbe. Alors, à vous qui écoutez encore, quelle forme de liberté choisirez-vous d'incarner demain?